Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand nous invite à prendre le large cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Faire le tour du monde de nos jours encore, on peut dire que ça reste le privilège de quelques-uns. Mais imaginez ce que cela pouvait être il y a 500 ans. Pour se lancer dans une telle aventure avec les navires, avec les instruments de navigation de l'époque, il fallait être très courageux ou complètement inconscient. C'est pourtant ce qu'a fait pour le compte du roi d'Espagne, le portugais Magellan. Magellan voyageait pour le roi d'Espagne, mais il était d'origine portugaise. Et oui, voilà, il faut le dire, c'est le paradoxe de cette histoire. Les Portugais, en tout cas, ont adopté celui qu'ils appellent Magalhães et qui fait partie de leurs héros nationaux. Je vous propose de revivre l'incroyable aventure de Magellan en compagnie de ses biographes et d'un navigateur actuel qui nous donnera son avis sur l'exploit de ce lointain prédécesseur. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un exemple unique dans toute l'histoire, un peu avant l'an 1500, donc à l'époque de la jeunesse de Magellan. Les deux plus grandes puissances maritimes de l'époque, le Portugal et l'Espagne, ont décidé, sous l'arbitrage du pape, de se partager non seulement le monde connu, mais aussi toutes les terres qui restaient à découvrir. On a fait une sorte de ligne sur la map monde, si vous voulez. Alors, vers l'Orient, les côtes africaines et indiennes seraient réservées au comptoir portugais, et vers l'Occident, les nouvelles richesses de l'Amérique, du moins jusqu'au Brésil, seraient pour la couronne de Castille. Pas étonnant, dans ces conditions, que Lisbonne soit alors un des endroits les plus extraordinaires du monde. Vous savez, aujourd'hui, on s'en va volontiers du côté de Shanghai ou de Hong Kong pour voir... Très loin. Oui. Eh bien, à l'époque, la Shanghai, on peut dire que c'est Lisbonne. La capitale portugaise s'impose comme la porte, comme la clé de l'Orient, le point de départ de toutes les aventures et aussi le point d'aboutissement de toutes les découvertes. Les rives du Tage grouillent nuit et jour de la faune la plus cosmopolite, la plus étrange aussi. L'activité est à son comble le matin, évidemment, avant les heures chaudes de la mi-journée. Imaginez tous ces bateaux en partance pour des destinations lointaines qui à l'époque étaient donc très inconnus. Et puis, imaginez aussi tous ces bateaux qui sont là de retour pour faire la fortune des armateurs et des négociants. La Lisbonne de l'époque, c'est tout le XVIe siècle avec ses espoirs et ses excès résumés dans un estuaire. On en prend plein les yeux, les oreilles et les narines aussi, ça sent la marée, le goudron, les épices, par-dessus tout ça, le bon air salin du large, celui qui fait chavirer l'esprit des rêveurs. Eh bien, parmi ceux qui passent leur vie sur les quais, il y a un jeune homme qui n'est ni un matelot, ni un marchand à la sauvette. Fernand de Magellan est un jeune noble sans fortune, il est page de la reine. Magellan n'est pas un garçon épanoui, il se sent seul, mal aimé, incompris, et il n'attend que le jour où lui aussi pourra courir le monde sur une belle caravelle. Dès l'âge de 18 ans, il s'embarque pour le grand voyage. On le trouvera jusqu'à Goa en Inde, jusqu'à Malacca. Ses capitaines apprécient tout de suite son sérieux, son sang-froid, mais on déplore unanimement, comme on l'a longtemps déploré du reste dans sa propre famille, on déplore le mauvais caractère du bonhomme. En fait, le problème de Fernand dans la vie, c'est qu'il est trop revêche pour inspirer la confiance. Et pourtant, il connaît sa valeur, Magalhães. Il se sent né pour de grandes choses. Il a potassé tous les planisphères disponible à la Casa de India. Il a rencontré un cosmographe, Rui Faleiro, avec lequel il partage la conviction que l'on pourrait gagner les Moluques là-bas, à l'Orient, et leurs épices, non pas en contournant l'Afrique vers l'Est, mais en allant contourner l'Amérique vers l'ouest. Fernand a jeté sa grande idée sur un parchemin, il s'est placé sur le chemin du roi de Portugal. Manuel II l'a regardé, il a soupiré parce qu'il le connaît, ce navigateur, et il a repoussé Magalhães sans ménagement. Sire, au moins que votre majesté m'autorise à chercher un soutien ailleurs. Magalhães, allez au diable! Le diable, pour les Portugais, se trouve au royaume de Castille. Magalhães sera désormais Magellan à l'espagnol. Il vient s'installer en Andalousie, à Séville, chez son parent Barbosa. Celui-ci est un brave homme qui le reçoit bien, qu'il fait admettre au sein de la Casa de Contratación, dont un des responsables va le conduire directement chez le jeune roi Charles, qui ne tardera pas à devenir l'empereur Charles Quint.
Le jeune souverain comprend vite à qui il a affaire et il va donner des ordres pour qu'une flotte soit confiée à Magellan. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck qui nous emmène aujourd'hui faire le tour du monde aux côtés d'un grand capitaine, Magellan, et de notre invité sur Europe 1, Jean-Michel Barrot, qui est écrivain, navigateur et tour du mondiste. Tour du mondiste, voilà un joli néologisme. Bonjour ouais. Jean-Michel Barrot. Bonjour. Vous connaissez, vous, la voile. Vous êtes l'homme de la voile en France, on peut le dire. Et donc j'ai été, maintenant je suis un peu en retraite quand même, mais j'ai été fasciné par le courage, la curiosité, parce que je crois que c'est un des motifs de ces navigateurs. Nous sommes partis autour du monde, mais nous avions des bonnes cartes, nous savions où nous allions, nous avions des bons bateaux, nous étions bien nourris. Alors que ces navigateurs de jadis, comme Magellan, comme Vasco de Gama, comme Cabral, partaient à l'inconnu. Et ça c'est vraiment... C'était incroyable. Ça suppose un courage. Ils mouraient du scorbut, ils étaient mal nourris, ils avaient des mauvais bateaux, ils avaient des instruments de navigation très sommaires. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors tout de même, avant Magellan, il y a une première génération de conquérants, hein, il faut le dire. Bien sûr, Christophe Colomb était là avant. Christophe Colomb, Vasco de Gama, Cabral qui a découvert le Brésil. Donc ils ont en quelque sorte montré le chemin et Magellan est plutôt un conquistador, si je puis dire, de la deuxième génération en quelque sorte. Mais il a lui-même fait ses armes à une époque où on était dans les tout premiers, dans les tout débuts de cette navigation au long cours. Oui, et puis on partait vers l'inconnu, puisque l'idée c'était d'essayer de trouver une autre voie vers les Moluques. Les Moluques, c'était la richesse du Portugal, c'est-à-dire les épices, le poivre, le clou de girofle, c'était vraiment ce qui a fait la fortune du Portugal. Si vous imaginez qu'à l'époque, la moitié du budget du Portugal dépendait de ce que rapportaient les navires qui rentraient des Indes. Le pays entier vivait sur ces découvertes et sur ces... Un peu trop facilement peut-être, l'histoire l'a montré. On a vu à quel point pour le Portugal ça a été une malédiction en même temps, bien sûr. Oui. Mais effectivement, Magellan, on supposait, enfin un certain nombre de géographes supposaient qu'il y avait peut-être un passage. On a essayé le passage du Nord-Ouest. On savait maintenant, puis grâce à la précédente génération, on savait qu'il existait ce continent américain et on espérait que on pouvait passer au milieu du continent pour rejoindre l'océan Pacifique. En fait, on savait qu'il y avait un autre océan puisque ça, bien sûr. Les Portugais les Espagnols, avaient passé le détroit de Magellan, ce qui est maintenant le détroit de Magellan, découvert un autre océan de l'autre côté, donc on savait qu'il y avait un océan. On n'en savait pas très bien la dimension, car on croyait que la Terre était beaucoup plus petite. Alors, comment expliquer que le jeune roi qui va devenir l'empereur Charles Quint ait donné son imprimatur, ait accepté cette mission de Magellan? Ça paraît incroyable. Il a été assez visionnaire dans cette affaire. Il était visionnaire et puis je crois qu'il y avait un côté romantique d'un jeune homme. Dans la lettre, oui. D'un jeune homme qui se dit, voilà un aventurier. Ce Magellan, c'est peut-être mon Christophe Colomb à moi, en fait. Absolument. Donc un aventurier qui le séduit par son projet, qui est quand même un projet extraordinaire. Pourquoi pas et pourquoi pas ce Portugais qui va montrer que les Espagnols sont peut-être plus forts que les Portugais dans l'exploration. Alors ce Portugais au service de l'Espagne, Magellan va acheter des navires, il va les faire restaurer, parce que ce sont pour certains, il y en a 5. Hein. Il y a 5 navires à l'époque qui sont financés effectivement par la couronne d'Espagne. Ce ne sont pas de très bons navires parce que les meilleurs sont partis. Les meilleurs sont partis pour les Indes. Donc on lui donne un petit peu le ramassis des ports. Donc il faut les réarmer, les remettre et puis trouver des équipages. Car ces navires à l'époque sont armés par de très nombreux équipages pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui mourront en route, du scorbut, tombés à la mer, etc. Et aussi pour se
se défendre éventuellement contre les sauvages, etc. Donc c'est des équipages entre 50 et 100 personnes sur des navires qui font entre 18 et 22 mètres. Donc c'est petits navires. Des équipages composés d'Espagnols essentiellement et dirigés par des nobles d'Espagne qui ne voient pas d'un très bon œil d'avoir pour amiral un Portugais. C'est l'un des drames de cette expédition, c'est que on met un peu en surveillance Magellan en nommant des grands d'Espagne qui vont à la fois le surveiller, l'espionner et le supposer de trahison. Il subodore que peut-être Magellan va prendre le pouvoir et le redonner cette expédition au Portugal et non pas l'Espagne. Ce sont de petits navires, il faut bien avoir ça à l'esprit. Ils font entre 15 et 22 mètres de long, de nos mètres évidemment. Ce sont donc de relativement petites embarcations sur lesquelles on est, comme vous dites, nombreux, 120, 150 personnes. Oui. Sont de petits navires par rapport aux normes actuelles. Sans compter qu'on fait monter des animaux vivants à bord pour faire des réserves de nourriture. Il y a des bovidés, des cochons, des poules, des moutons qu'on va tuer en route pour nourrir l'équipage. Alors le grand départ a lieu le 10 août 1519. Ça a dû être un moment tout à fait extraordinaire. On part de Séville le 10 août 19. On part de Séville à l'aventure. Donc, ils vont partir au sud, vers ce qui est aujourd'hui le Brésil, font escale à Rio. À Rio, il y a déjà un des marins, enfin un des capitaines qui est tué parce que il a été pris en flagrant délit de sodomie. Donc, et puis la flotte de Magellan continue vers le sud. À chaque fois qu'il y a une embouchure de fleuve, comme aujourd'hui le Rio de la Plata, on va l'explorer en disant c'est peut-être le passage. Et on cherche le passage vers l'autre océan et donc vers l'Orient. Absolument. Ils vont faire une escale, longue escale pendant l'hiver austral, parce que le temps est évidemment épouvantable, ils sont déjà très sud, et puis finalement on repart et Magellan va trouver le passage qui est ce fameux détroit qu'on appelle maintenant détroit de Magellan et que j'ai eu la chance de suivre avec mon propre voilier. Alors n'allons pas trop vite en besogne, Jean-Michel Barrou, parce que cette traversée et ce voyage et cette quête du passage ont été en vérité extrêmement longues, extrêmement pénibles, et on peut dire que toutes ces épreuves-là ont mis à mal la patience, il est vrai, pas gigantesque, de Magellan. Les préludes de Franz Liszt sur Europe 1. Nous sommes au cœur du voyage de Magellan, Franck. Et oui, il y a quelque chose d'épique dans tout ça, hein. Ça fait penser au poème de José Maria de Heredia aussi, vous savez, comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos, de moguers, routiers et capitaines, partaient ivres d'un air héroïque et brutal. Bravo, Franck. Ce sont des souvenirs. Quel envolé. C'est merveilleux, la misère hautaine, c'est superbe. Le rêve héroïque et brutal, c'est exactement ce que vit Magellan, mais il doit le faire dans un contexte de très grande hostilité. Il faut que nous insistions là-dessus, Jean-Michel Barrot. Vous l'avez dit, oui. Ses propres capitaines sont des hidalgos, sont des grands d'Espagne. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout disposés à se laisser gouverner par un Portugais débarqué de fraîche date. Et au-delà de ça, les équipages eux-mêmes doutent beaucoup de la pertinence de l'objectif de Magellan. Oui, il y a déjà eu un incident dramatique pendant la traversée vers le continent américain, c'est-à-dire que le Grand d'Espagne refuse de saluer Magellan, refuse de lui porter hommage, comme c'est normalement la tradition. On doit saluer l'amiral, oui, ça toujours. Donc on doit saluer l'amiral, lui s'y refuse, on le met plus ou moins au fer, enfin, et arrivé dans le sud, dans cette longue escale un petit peu avant la Terre de Feu,
il y aura mutinerie, c'est-à-dire que 3 des navires avec Juan de Cartagena et un certain nombre d'Espagnols vont se mutiner, refuser l'autorité de l'amiral Magellan et essayer de prendre le pouvoir. Et dans cette affaire, Magellan est vraiment seul et c'est ce caractère qu'on lui a autrefois tellement reproché qui va lui permettre de tenir ferme et de l'emporter, en quelque sorte, de s'imposer. Il faut d'abord se souvenir que c'est un très grand soldat. Il s'est illustré d'abord en Inde, ensuite au Maroc où il a été blessé, il boite, et donc là il va reprendre les choses en main en guerrier. Il n'a plus que 2 bateaux contre 3 autres Espagnols et moyennant quoi il va quand même arriver à les maîtriser et à reprendre le pouvoir. Ça c'est merveilleux et ça donnait toute l'autorité naturelle de Magellan. Et on descend sans cesse le long de ce continent américain, le long de l'Amérique du Sud. On descend à des latitudes qui paraissent effrayantes évidemment pour les navigateurs de l'époque. Il faut dire que dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, c'est-à-dire toute cette ceinture de vent qui fait le tour de la planète, avec des vents extrêmement forts, le froid, la neige, le grésil. Qui viennent, plus on descend, plus il fait froid, évidemment. Tout ça, ce sont des vents d'ouest, donc contraires. Et moyennant quoi, avec ces navires qui ne remontent pas au vent, parce que aussi ça c'est un élément important pour des marins, il faut arriver à se glisser le long de ce continent avec des vents qui... Oui, à l'époque, il faut que les vents soient favorables, quoi qu'il arrive. Au moins vent de travers, minimum vent de travers. Donc éventuellement, on prend la cape, on attend que le vent soit favorable. Donc c'est des voyages très durs et très longs et les hommes souffrent beaucoup. Bien sûr, et ils souffrent notamment, c'est une évidence, mais il faut quand même les préciser, ces évidences-là. Ils souffrent de la faim et de la soif. La faim, de la soif, du froid. Ils sont très mal équipés. Bon, il n'y a pas les cirés que nous connaissons maintenant. Qu'est-ce qu'on emporte pour boire? Alors, c'est de l'eau. Oui. C'est de l'eau qui est qui devient croupie, qui devient infestée de vers, qui est rationnée. Donc, effectivement, la soif est bon, là, il fait froid, mais quand on passe sous les tropiques, il faut bien avouer que rationner la boisson, c'est une torture terrible. Ils mangent du lard salé, ils mangent des pois qui sont plus ou moins pourris. Donc 3 mois quand même, hein, 3 mois pour la traversée, puis pour la descente le long du poisson séché. Enfin, c'est très austère. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est surtout très dangereux puisque ça entraîne évidemment des maladies. Hein. Le scorbut, il a fallu attendre le Cook et le XVIIIe siècle pour s'apercevoir qu'il y avait une maladie qui s'appelait le scorbut qu'on pouvait combattre en mangeant des fruits. Quelles sont ces manifestations? On perd les dents d'abord, oui. et ensuite on s'affaiblit et on meurt. Enfin. Oui, c'est vraiment, ce sont des conditions effroyables. Mais qu'est-ce qui pouvait pousser tous ces matelots, je ne parle pas là des capitaines, à s'engager dans ce genre d'expédition dont on ne savait vraiment pas si on reviendrait vivant? Bien, vous l'avez dit tout à l'heure dans le poème de Hérédial, la misère hautaine. Oui. Il faut reconnaître qu'il y a là des paysans qui n'ont plus de terre. Il y a des chômeurs, des ouvriers qui n'ont plus de travail, donc ils s'embarquent simplement pour manger. Et puis il y a l'aventure, l'espoir de trouver effectivement la richesse, l'or, peut-être... D'aller trouver des cieux meilleurs. Voilà, des cieux meilleurs et peut-être, bon, Hérédia le dit aussi, ces fabuleuses richesses que Cipango nourrit dans ses mers lointaines. Donc, pourquoi pas revenir? Bon, Christophe Colomb avait découvert effectivement des stocks d'or au Pérou, dans ces pays gorgés d'or qu'on a découvert. Bon, pourquoi ces matelots de Magellan ne reviendraient-ils pas eux aussi avec un peu d'or? Oui, bien entendu. Magellan, dans cette affaire, est le seul à avoir cru jusqu'au bout à la validité de son hypothèse, c'est-à-dire à l'existence d'un passage vers l'autre océan. Il a cette force de caractère, cette force d'âme incroyable qui lui permet d'aller là où les autres ne vont pas. Est-ce qu'à un moment, il était prêt de renoncer, d'après vous? À mon avis, non. C'est un obstiné.
C'est un obstiné, à la fois c'est un timide et un têtu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le récit, si vous voulez bien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Magellan est à l'honneur sur Europe 1 et le récit de Franck s'intéresse maintenant au passage. Dans l'hémisphère sud, le mois de mai annonce le début de la mauvaise saison. Pour les marins, c'est le temps des coups de chien et ceux de la Patagonie sont sévères. Un soir tout noir, dans une tempête plus rude que les autres, le petit Santiago fait naufrage, donc les navires ne sont à ce moment-là plus que 4. Et c'est la première fois qu'on va voir Magellan céder. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il accepte de faire demi-tour pour autant, mais au moins, il va consentir à ce que sa petite flotte s'abrite 2 mois durant dans l'estuaire d'un fleuve. Après quoi, je vous rappelle qu'ils étaient partis à l'été précédent, en août 1519. On est là maintenant au printemps, mai-juin 1520. La marche vers le sud ne reprendra donc un peu plus tard. Toujours plus âpre, toujours aussi peu fructueuse. On a beau faire et tenter, il n'y a toujours pas de passage en vue. Les degrés de latitude méridionale s'accumulent, 44 degrés, 48 degrés. Ça paraît une folie, comme on disait à l'instant avec Jean-Michel Barrot pour les navigateurs de l'époque. On descend vraiment très bas, si j'ose employer cette expression impropre. 52 degrés de latitude sud. À l'arrière de Trinidad, le capitaine général ne se laisse pas démonter. S'il le faut, dit-il, nous descendrons jusqu'à 75 degrés, mais nous finirons par trouver ce sacré passage. Je vous jure que nous le trouverons. Et puis, un matin d'octobre, les veilleurs annoncent un promontoire à tribord. Un de plus, vous savez, ça fait un moment qu'on en voit de ces hauteurs qui se dégagent sur l'horizon, loin là-bas sur la droite. On ne lève même plus la tête pour les chercher du regard. Quand même, celui-ci paraît dissimuler une entaille plus profonde dans la côte. Alors, le San Antonio et la Concepción, qui sont envoyés en repérage, vont s'enfoncer et vont disparaître pendant 3 jours. Ils reviennent porteurs de nouvelles encourageantes puisqu'il y a de l'eau salée très loin dans les terres avec un flux et un reflux. Ça laisse entendre qu'il y a donc là quelque chose comme un chenal. Peut-être qu'il s'agit enfin du passage tant espéré. En fait, Magellan a pris l'habitude de ne pas réagir à ce genre de nouvelles. Il ne bronche pas, mais au fond de lui, évidemment, l'espoir se ranime et son cœur sans doute bat plus vite. Il décide que les 4 navires s'enfonceront ensemble vers ce passage tant espéré. Seulement, alors qu'ils avancent dans les terres et qu'ils sont parvenus déjà assez loin, au milieu des terres, dans ce chenal, il y a 2 voies qui s'offrent au choix. Alors le capitaine général envoie le San Antonio et la Concepción en repérage à gauche, et lui met à bâbord, devrais-je dire, et puis lui-même prend sur la droite, c'est-à-dire qu'il met le cap au nord-ouest avec la Trinidad et la Victoria. Sans le savoir, le navigateur a choisi la bonne route, de sorte que le 28 novembre, il percevra dans le lointain ces cris qui proviennent d'une chaloupe envoyée en éclairage. Le passage! C'est le passage. Alors, sur le pont arrière du vaisseau amiral, Fernand de Magellan demeure immobile. Il a l'air impassible, mais ceux qui sont tout près, notamment son fidèle Enrique, voient des larmes qui roulent sur ses joues et jusque dans sa barbe. Alors Magellan a trouvé le passage, seulement à présent, il y a 2 des vaisseaux qui manquent à l'appel. On retrouve la Concepción assez vite, mais l'équipage du San Antonio s'est mutiné devant l'insuccès de sa propre mission. Quand ils sont arrivés dans le cul-de-sac, quand ils ont vu que leurs bras ne débouchaient pas sur un océan, ça a été évidemment une révolte, une mutinerie, et l'équipage a décidé d'abandonner l'expédition et de rentrer à Séville. Ça va être un cas assez terrible. Le problème, c'est que ce navire était un garde-manger flottant et qu'il emporte avec lui le gros des vivres. Qu'importe au fond, le nouvel océan qu'on se prépare à traverser a l'air toujours bleu, toujours calme. Le capitaine général décide qu'on va l'appeler l'océan Pacifique. En vérité, il aurait mieux valu le baptiser océan désertique, car en dépit d'une vitesse de croisière élevée, les 3 navires n'aperçoivent pas, au gré des jours qui pourtant s'accumulent, n'aperçoivent pas le moindre îlot à l'horizon. Évidemment, nous connaissons la fin de l'histoire. Vous savez, c'est tout le problème de la téléologie en histoire, c'est qu'on sait, nous, comment tout ça va finir, donc on sait ce qui les attend. Eux ne le savent pas. Et donc, de se retrouver au milieu de cet immense océan sans un
seul îlot à l'horizon, ça doit être une angoisse extraordinaire. Et c'est d'autant plus regrettable qu'après être descendu si bas, si je puis dire, dans des latitudes extrêmement méridionales, on remonte maintenant. Et l'on remonte, on se rapproche de l'équateur. Il fait de plus en plus chaud et l'eau à bord commence à manquer, la nourriture aussi. On se mettra bientôt à chasser le rat dans les cales en attendant de faire rôtir les chats du bord. Des semaines vont passer ainsi sans qu'on décèle quoi que ce soit à l'horizon, pas le moindre banc de sable. On en viendra à faire de la soupe de copeaux de bois trempée dans de l'eau de mer. Pire, certains matelots vont découdre les carrés de cuir au coin des voiles, vous savez, et les mettre à mijoter des heures entières et on arrive à manger ça, enfin à le mordre en tout cas. Le scorbut, nous l'avons dit, s'en mêle, les gencives se mettent à gonfler, les hommes tombent comme des mouches. Presque chaque jour, on doit faire basculer des corps sur une planche graissée au suif, ou du moins tant que les marins n'ont pas eu l'idée d'aller lécher le suif. Décembre, janvier, février, enfin, un jour béni de mars, l'expédition découvre un petit archipel. Les indigènes accourent à bord de pirogues, ils montent à bord et se livrent à un pillage en règle. Leur territoire en écopera du nom d'archipel des Larrons. Plus tard, on continue. Plus tard, ce seront les Philippines. Et ceux qui ont survécu vont connaître le bonheur de boire de nouveau à sa soif, le bonheur de manger à sa faim. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck sur Europe 1 qui nous fait revivre l'incroyable expédition de Magellan. 28 mars 1521, retenez cette date, l'ange gardien de Magellan, son serviteur Enrique, se rend soudain compte que le dialecte des indigènes qu'ils viennent de croiser ne lui est pas inconnu. Et ça, pour Magellan, c'est une très grande découverte. Mais Enrique, tu comprends ce que disent ces hommes ? Et l'autre approuve, oui, je comprends à peu près. Alors évidemment, Magellan exulte. Mais tu réalises ce qui t'arrive. Tu es parti de ton pays par l'ouest et aujourd'hui tu y reviens par l'est. Enrique, tu es le premier homme à avoir fait le tour du monde. Il a changé, Magellan, depuis quelque temps. On peut dire que depuis qu'il a réussi son pari et depuis que le passage a été découvert, c'est un peu un autre homme. Lui qui s'habillait de bure et de lin, le voilà qui se pare volontiers de soie et de fil d'or. Lui qui ne parlait presque jamais, le voilà devenu brillant causeur. Et surtout, lui qui était la prudence incarnée, pour ne pas dire même la méfiance générale, le voilà qui se mêle des querelles intestines entre les roitelets locaux. Il s'est pris d'amitié pour le sultan de Sébou, qui s'est converti au catholicisme avec tout son petit peuple. Bientôt, le capitaine général va prendre le parti de ce sultan contre le Raja de Mactan. Il est convaincu, évidemment, Magellan, de la supériorité militaire universelle des Espagnols. Alors il organise une expédition punitive qui va en vérité tourner au bain de sang. C'est aussi bêtement que cela, si j'ose dire, par un petit matin d'avril 1521, que sur une plage inconnue de Mactan, l'illustre navigateur portugais, explorant pour le compte du roi d'Espagne, mourra, percé de flèches empoisonnées, abandonné dans le ressac rougissant autour de lui. Ces hommes ne pourront même pas aller récupérer son corps. Il ne verra jamais, le capitaine général, les ultimes péripéties de son expédition. Il ne verra pas le Victoria rentrer seul à Séville avec seulement 18 rescapés à son bord. Il ne verra pas non plus le capitaine Sébastien Elcano se faire valoir à son détriment pour cueillir seul tous les lauriers de cette expédition. Du moins, il aura tenu parole et il aura prouvé une fois pour toutes que la terre est bien ronde. Peu importe après cela que la route ouverte par l'ouest ne soit pas la plus praticable. De toute façon, comme devait l'écrire son ami qui avait jusqu'ici, le Florentin qui avait jusqu'ici raconté toute l'expédition, je ne pense pas que personne à l'avenir veuille entreprendre un pareil voyage. Nouvel extrait sur Europe 1 des préludes composés par Franz Liszt. Finalement, me disait Jean-Michel Barrault, qui est toujours avec nous dans ce studio, ce qui aura tué Magellan, c'est un péché d'orgueil, finalement.
Oui, il avait fait une démonstration au sultan de Sébou, disant nous, avec nos armures, nous pouvons combattre 100 indigènes et finalement, nous sommes invulnérables. Or, ces indigènes qu'il a été combattre, d'abord, il a commis plusieurs erreurs. D'abord, les indigènes sont révélés extrêmement nombreux. Donc, vraiment, ils ont succombé sous le nombre. Ils avaient creusé une espèce de fosse pour que les Espagnols et les Portugais tombent dans cette fosse. Et puis, les canots, les chaloupes qui avaient débarqué cette petite équipe de guerriers ont été obligés de mouiller assez à l'extérieur parce qu'il y avait un récif de corail. Donc, les obusiers, qui étaient assez sommaires, ne pouvaient pas atteindre les assaillants. Donc, et puis les assaillants ont découvert qu'il y avait des armures, mais que la tête, les jambes, les bras étaient vulnérables. Alors, Jean-Michel Barrot, j'avais promis à nos auditeurs que nous aurions au téléphone un navigateur qui actuellement connaît très bien encore toutes ces régions de l'extrême sud du continent américain, et notamment le Cap Horn qu'il a franchi une dizaine de fois. Vous imaginez ce que ça représente? C'est Jean-Luc Van den Ede. Bonjour Jean-Luc Van den Ede. Bonjour, merci. Et bonjour à Jean-Michel. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone, face à la mer, précisiez-vous. Hein. Vous êtes au Sable d'Olonne, je dis. Exactement. Alors, vous avez franchi une dizaine de fois le Cap Horn, c'est-à-dire que vous n'êtes pas passé, vous, par le détroit de Magellan. Hein. Vous avez fait le tour, si je puis dire. Et non, parce qu'en solitaire, ce n'est pas possible de passer par Magellan. Le détroit de Magellan est très très long. Il fait plus de 300 000, c'est-à-dire il fait un peu plus de 600 km, je crois. Et donc, ça serait trop long à le passer en solitaire. Il faudrait mouiller la nuit parce que le détroit de Magellan est évidemment assez difficile à prendre par un voilier. C'est plein de bifurcations, c'est plein de méandres. C'est un énorme fjord. Finalement, ce fjord n'est pas très pratique, disons-le. Vous devez avoir, vous, un souvenir ébloui de votre premier franchissement du Cap Horn. Ah ben c'est le plus grand souvenir que j'en garde. C'est la première fois. La première fois, c'est toujours un moment extraordinaire parce que ce coin de l'Amérique du Sud est un coin mythique pour les marins, que ce soit le Cap Horn ou que ce soit le détroit de Magellan ou aussi Beagle, qui est un détroit qui se trouve juste au-dessus du Cap Horn. C'est un espèce d'aboutissement. C'est l'endroit le plus sud de la Terre. C'est un endroit qui est tellement chargé d'histoire que forcément ça fait rêver et que le passer pour la première fois, c'est un moment extrêmement intense. Et puis quel que soit le temps, la mer y est toujours bien agitée. Oui, parce que les fonds remontent énormément quand on arrive pas loin de la cordillère des Andes. La cordillère des Andes est très haute et très brutale. Elle canalise les vents qui arrivent du Pacifique et ces vents s'engouffrent dans tout ce qu'ils peuvent. Et donc le plus simple, c'est le Cap Horn, évidemment, et donc forcément c'est une zone où il y a énormément de vent, où il fait froid et où surtout la mer, du fait de la faible profondeur, remonte assez vite et c'est ça qui génère des vagues importantes. C'est un endroit qui est fréquenté des navigateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages de ce Cap Horn? Alors, au Cap Horn, il n'y a pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, les cargos, par contre, empruntent énormément le détroit de Magellan. Moi, j'ai utilisé un cargo qui faisait du trafic entre l'Europe et l'Amérique du Sud, côté Chili, et pour y aller, il descendait et il prenait le détroit de Magellan. Merci beaucoup Jean-Luc Van den Ede. C'est toujours impressionnant d'avoir le témoignage de celui qui y est, si je puis dire. Oui, c'est ça, de celui qui a fait. Qui l'a fait. Merci beaucoup de votre témoignage. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous parlons aujourd'hui de Magellan, toujours en compagnie de Jean-Michel Barrot, qui est écrivain, navigateur et auteur notamment de Magellan, la Terre était ronde chez Gallimard. Et chez Folio, maintenant, c'est réédité en collection de poche, donc la collection de poche de Gallimard. Exactement. Et puis Patrick Girard, qui est historien, journaliste, essayiste et romancier, nous a rejoint. Quant à lui, il est auteur de Fernand de Magellan, l'inventeur du monde, aux éditions numéro 1. Et oui, l'inventeur du monde, on va voir pourquoi ce sous-titre. Patrick Girard, merci de nous avoir rejoints. Ce qui est un peu décevant dans cette affaire et ce que nous venons de découvrir, c'est que d'abord, Magellan n'est pas allé tout à fait au bout de son aventure, et puis qu'ensuite, l'exploit qu'il a accompli a été quasiment sans lendemain. Alors d'abord, on peut dire que c'est un voyage avorté puisqu'il se fait tuer.
Effectivement, il se fait tuer, alors il ne reviendra pas à Séville, il ne sera pas le premier portugais ou le premier espagnol, puisqu'il est au service du roi de Castille, à avoir fait le tour du monde. Donc effectivement, c'est un projet avorté, et qui plus est, la postérité de ce projet va être quasi nulle. Et c'est ça qui est dramatique dans l'histoire de Magellan, c'est qu'on va totalement oublier assez rapidement son exploit. Alors Pigafetta, son compagnon, qui est un Italien, le Florentin, oui, dont j'hésitais à citer le nom tout à l'heure, oui, va publier une relation du voyage de Magellan, mais cette relation qui est publiée, qui connaît un certain succès au tout début, va très vite être oublié, et finalement, à la fin du XVIe siècle, on ne se souvient guère de l'exploit de Magellan. Qu'est-ce qui va remettre Magellan à la mode, si je puis dire? C'est un écrivain. Je connais la réponse, je trouve ça magnifique, en fait. En fait, c'est ce qui va remettre Magellan à la mode, d'une certaine manière, c'est la magnifique biographie que va lui consacrer Stefan Zweig. Encore une fois. Encore une fois. Une biographie qui est écrite dans les années 30, alors que Stefan Zweig est lui-même confronté d'une certaine manière aux mêmes épreuves que Magellan. C'est un homme qui est incompris, qui est chassé de son propre pays, qui doit s'exiler. Et d'ailleurs, il va s'exiler au Brésil. Et c'est un homme, en même temps, qui réfléchit beaucoup sur l'ingratitude du destin. Et il va trouver matière à s'identifier en dépeignant l'aventure de Ferdinand de Magellan. Alors il s'identifie au personnage, il le rend familier, il va susciter un grand nombre d'autres biographies dans son sillage, Stefan Zweig, comme assez souvent, et en l'occurrence, il insiste justement sur cette dimension nationale, c'est-à-dire qu'en fait, ce navigateur portugais, rejeté par le roi de Portugal, qui travaille pour le roi d'Espagne, qui va devenir d'ailleurs empereur du Saint-Empire romain germanique, qui donc découvre le passage pour le compte des Espagnols, est un peu rejeté par l'historiographie espagnole et se voit réapproprié par les auteurs nationalistes portugais, en vérité. Hein. Oui, mais assez tardivement, parce que pendant longtemps au Portugal, Magellan va être considéré comme l'exemple même du traître, celui qui a trahi la patrie, qui a livré la route des épices aux Espagnols. Ça n'est que beaucoup plus tard qu'on va se réapproprier la figure. Aujourd'hui, il est très présent. Hein. Aujourd'hui, il est très présent, c'est parce que, il y a eu une volonté pour le Portugal de se réapproprier son histoire, cette formidable aventure dans l'outre-mer. On est un peu dans la lignée de Camões avec les Lusiades, etc. Exactement. Par contre, en Espagne, alors là, c'est l'oubli le plus absolu, le plus total. Personne n'en parle. Et par exemple, on va bientôt fêter les 500 ans du voyage de Magellan. En Espagne, aucun comité n'est déjà à l'œuvre pour préparer cet anniversaire. Jean-Michel Barrot. Oui, je m'inscris un tout petit peu en faux parce que le livre que j'ai écrit a été traduit en espagnol, en portugais, en catalan, en Grèce, en Italie, bien sûr. Mais donc, on n'a pas quand même oublié complètement Magellan, Dieu merci. Mais on le met un peu de côté, et c'est vrai qu'on se rend compte finalement que le détroit qu'il a découvert est très peu praticable. Que son idée était d'aller trouver une route vers les épices, alors qu'en fait les Espagnols se contentent, et on les comprend, des métaux précieux qu'ils découvrent dans l'Amérique elle-même, et que finalement l'exploit a été un peu escamoté par la disparition du personnage. Ce que vous nous dites, Patrick Girard, c'est que Magellan, alors vous le surnommez l'inventeur du monde. Il serait un petit peu, si l'on peut dire, et évidemment avec des guillemets, mais il serait l'inventeur de la mondialisation ? Oui, d'une certaine manière, c'est l'homme qui a correspondu à ce que Pierre Chaunu appelait l'élargissement du monde plein, c'est-à-dire cette formidable extension de l'Europe au XVIe siècle. Le monde s'ouvre. L'Europe découvre qu'elle n'est pas le seul continent qui a des humanités différentes, et Magellan en est le parfait symbole. C'est assez paradoxal parce qu'il était un homme pétri des idées du Moyen-Âge, et il devient l'un des vecteurs de la Renaissance. Oui, c'est un peu le cas de tous les grands navigateurs de la Renaissance. Ce sont des hommes qui sont pour nous aujourd'hui les symboles de la modernité, et qui d'une certaine manière représentaient une pensée volontiers archaïque. Quand Vasco de Gama arrive aux Indes et que le souverain de Cochin lui demande ce qu'il recherche,
il répond des chrétiens et des épices. Donc c'est l'évangélisation et puis les revenus qu'il va tirer de ces fantastiques richesses que sont les épices. Pour Magellan, c'est en même temps à la fois effectivement l'élargissement du monde plein, mais en même temps c'est un homme pétri des idées médiévales et qui ne va pas très loin dans sa façon de concevoir les changements qu'il voit s'opérer sous ses yeux. Jean-Michel Barrot, vous aviez vous-même sous-titré votre livre « La Terre est ronde ». Magellan, la Terre est ronde, c'est quand même le symbole. C'est en fait la preuve matérielle. On le savait que la Terre était ronde, mais là, pour la première fois, des hommes ont fait le tour de la planète. Et c'est peut-être ce que l'on retient finalement, parce que il y a dans les découvertes et dans les avancées de l'humanité, il y a l'exactitude matérielle des faits, comme diraient les juristes, et puis il y a le symbole qu'on en tire, et le symbole de ce caractère de sphère de la Terre, c'est Magellan qui le porte. Patrick Gérard. Oui, effectivement, c'est Magellan qui le porte et c'est lui qui démontre effectivement le monde est bien un globe dont on peut faire le tour, qu'il a eu raison de croire qu'effectivement Martin Béhaim m'avait bien indiqué en bas d'une carte qu'il y avait un passage entre l'océan Atlantique et la mer du Sud. Magellan le prouve magistralement. Merci beaucoup Patrick Girard. Fernand de Magellan, l'inventeur du monde, c'est aux éditions numéro 1 dans la collection Les Chevaliers des Mers. Je vous rappelle que vous pouvez également trouver toujours en collection de folio, dans la collection poche de Gallimard, l'ouvrage de Jean-Michel Barrot, Magellan, La Terre est ronde. Et puis, je voulais vous citer également, puisqu'on en a dit un mot tout à l'heure, un ouvrage sur Vasco de Gama, Légende et tribulations du vice-roi des Indes, de Sanjay Subramaniam. C'est traduit de l'anglais, en vérité. C'est édité chez Alma Éditeur et c'est sorti là au printemps dernier, donc cet ouvrage sur Vasco de Gama. Je ne sais pas comment on dit ça exactement en portugais, Vasco de Gama. Vasco de Gama voilà. Et Fernando de Magellan. Et voilà. Voilà. Merci Elena Morna de nous avoir livré ces clés ultimes.